Mais ils ont ajouté un 13e point, très important. Ils ont exigé les dialogues. Vous n'avez pas suivi peut-être ça. Ils ont exigé, outre tout ce qu'ils ont qualifié, Tshisekedi, de mauvaise gouvernance, des tribalistes et tout, la solution ou la réponse à tout ça, c'est les dialogues. Et là, tout le monde était un peu inquiet. Eric, quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensez que les suiveurs et les accompagnateurs nostalgiques, ils ont trouvé une bonne réponse à la crise qu'ils traitent aujourd'hui, la situation, qu'il y a une crise en RDC, et pour résoudre cette crise de mauvaise gouvernance de Tshisekedi, il faut lui demander un dialogue. Est-ce qu'ils ont bien pensé? Là, c'est encore un fiasco de leur part, tout simplement, puisque la crise qui sévit en RDC n'est pas interne, n'est pas une crise interne. C'est une agression, c'est-à-dire la RDC est agressée par une puissance étrangère, par un pays étranger. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et il y a eu l'accord de Washington. L'accord de Washington est appelé accord de paix, c'est-à-dire quand deux États, deux pays signent un accord de paix, ça veut dire que ces pays-là sont en conflit armé. On signe les accords de paix en droit international que lorsque deux pays, donc les armées de deux pays s'affrontent. Et c'est ce qui est arrivé à Washington. Par conséquent, faire un dialogue au pays, au Congo, je pense que la personne qui a bien résumé, qui a bien expliqué ça, c'est Félix Tshisekedi. Il a dit que lors de ces dialogues, ces personnes, ces leaders, entre guillemets, s'il faut les appeler comme ça, ils viennent vous parler des desiderata de la personne qui les a envoyés. Et là, tu sais qu'il a provoqué aussi beaucoup de choses. Ils ne vous parlent pas de leurs propres problèmes. Ils ne vous parlent pas de vos problèmes communs, mais ils vous parlent des problèmes de celui qui les a envoyés. Mais il y a aussi la crise de Mobondo en RDC. Il y a aussi la crise de l'insécurité avec des tueries de part et d'autre. Aujourd'hui, même sur Victoire, en plein milieu de Kinshasa, il y a eu de braquage d'une banque. Et donc, tout ça, c'est une crise quand même. Pourquoi l'opposition est constitutionnelle. Hein? Ce ne sont pas les Congolais qui vont inventer les sciences politiques. L'opposition est constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans un pays démocratique, dans un état de droit? Il y a un président élu qui gouverne le pays avec son équipe. Ils ont un mandat, dans le cas de la RDC, de 5 ans, une fois renouvelable. L'opposition participe à cette gouvernance à travers les critiques, à travers les propositions. C'est ça le rôle de l'opposition. Si elle n'est pas écoutée par ceux qui gouvernent, l'opposition recourt à la rue. La rue est constitutionnelle, c'est-à-dire la capacité de mobiliser de l'opposition à travers des manifestations, par exemple des marches, des sit-ins, etc., prouve que cette opposition a l'adhésion de la population. C'est-à-dire que l'opposition ne parle pas en son nom, l'opposition a l'ancrage dans la population. Donc, c'est ça l'opposition. L'opposition ne fait pas de dialogue avec ceux qui gouvernent, puisque ceux qui gouvernent, puisque si vous faites les dialogues comme c'était déjà arrivé, les Moïse Katumbi ont déjà participé. Tous ceux qui sont là. Joseph Kabila a participé dans le premier gouvernement lors du premier mandat de Félix Tshisekedi, quand bien même il n'en avait pas le droit, mais il a organisé un stratagème, il a participé au premier gouvernement dirigé par Ilunga Kamba où il avait la majorité. Deuxième phase, Moïse Katumbi a déjà participé. Aujourd'hui, il y a les Mouzito, etc. Toutes ces personnes-là sont des opposants. Donc, ce qui est prévu dans la loi n'est pas le dialogue. Ce qui est prévu dans la loi, c'est que l'opposition puisse jouer son rôle en critiquant et en proposant, et s'il n'est pas écouté, en recourant à la rue. Mais aussi, l'opposition est représentée aussi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale,
où vous avez, par exemple, Christian Mondo. Christian Mondo, c'est un chef d'un groupe parlementaire d'opposition. Il n'y a pas longtemps, il y avait Madame Dominique Munongo qui était dans le bureau, le bureau Caméré. C'est-à-dire l'opposition participe à travers l'Assemblée nationale, à travers les assemblées provinciales, à travers les activités quotidiennes, etc. Mais le dialogue n'est pas prévu dans la Constitution. Oui, il faut attendre que l'homme qui est au pouvoir et son équipe arrivent à la fin de leur mandat, puisqu'ils ont été élus démocratiquement, qu'ils arrivent à la fin de leur mandat et que le bal sera ouvert. Il ne faut pas créer des groupes armés. Il ne faut pas faire la rébellion. Il ne faut pas faire des dialogues. Tout ça n'est pas constitutionnel, HK. Donc, même les dialogues, ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. C'est écrit dans quel article? Il faut me montrer un article de alors, il pousse Tshisekedi à violer la Constitution, alors. Oui, puisqu'il faut me montrer un article de la Constitution qui parle du dialogue. Qui dit que quand l'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas, il faut organiser le dialogue. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. Alors, lorsqu'on met en place, vous avez vu, HK, lorsqu'on était dans le processus de mise en place d'institutions, au niveau du Sénat, ils sont là, ils sont dans le bureau. Et ils ont leur groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont, même si on refait le nouveau bureau, ils auront toujours un poste dans le bureau. Vous voyez? Donc, c'est réservé comme ça, oui. Oui, ils participent puisque l'Assemblée nationale, c'est l'organe suprême de contrôle du gouvernement. Donc, s'ils ont Christian Mondo aujourd'hui, il peut interpeller un ministre à l'Assemblée nationale. S'il estime que ces ministres-là ne travaillent pas dans l'intérêt de la population, le groupe parlementaire dirigé par Christian Mondo peut interpeller ces ministres-là et ces ministres peuvent même être déchus. Alors, donc, le dialogue n'est pas prévu dans la Constitution. Est-ce que l'Église catholique comprend aussi ça comme ça? Où nous sommes tous en train de naviguer, de tourner autour ou dans l'air. Hein? Est-ce que l'Église catholique comprend aussi des choses de cette manière-là? Que les dialogues, ça ne peut pas se faire puisque ce n'est pas constitutionnel avec les opposants. Ceux qui ont pris, puisqu'il parle d'un dialogue inclusif. On va prendre tous ceux qui ont pris des armes contre la République, les institutions légalement établies, pour les insérer dans ces dialogues à l'issue duquel, moi, je pense qu'il y aura un partage. Toi, tu prends ça, tu laisses tomber les armes. Toi, tu prends ça, tu laisses tomber des armes. C'est que tu ne fais pas non plus. Mais quand il parle du dialogue inclusif, HK, je venais de te citer les leaders ici. Puisque les leaders ici en RDC, il y a d'un côté Tshisekedi, de l'autre côté Kabila, Fayulu, Katumbi, Mukwege. Même si nous ajoutons des petits leaders, ils ne vont pas faire 10. Ils vont pas faire... Si nous ajoutons des petits leaders, des petits politiciens, comme les Bolodjoa, comme les Setkikouni, ils ne vont pas faire 10 personnes. C'est-à-dire, quand on parle du dialogue inclusif, dans un pays de plus de 100 millions de personnes, vous parlez de quoi? Inclusif, ce n'est pas 10 personnes, ou moins de 10 personnes. Puisque même si on prend... ça, c'est aussi très important. Oui, même si on prend HK, si on prend l'ensemble des personnes qui gouvernent le pays, vous avez 500 députés à l'Assemblée nationale, 108 sénateurs, vous avez une cinquantaine de ministres, vous avez 26 gouverneurs. Ça fait moins de 1000 personnes. Ce n'est même pas 1% de la population congolaise. Donc, si vous mettez toutes ces personnes-là ensemble dans une salle pour faire les dialogues et vous appelez ça inclusif, dialogue inclusif, c'est un abus de langage. Et les prêtres, ils ont quand même, c'est des gens qui ont fait quand même des grandes études de droit et des grandes études de littérature. Quand on parle du dialogue inclusif dans un pays où l'ensemble des dirigeants représentent un groupe seulement de moins de 1000 personnes,
dans un pays de plus de 100 millions de personnes, ça ne peut pas être inclusif, puisque les étudiants ne seront pas là, les femmes ne seront pas là, donc ce n'est pas inclusif. Donc c'est tout simplement une bêtise qu'il faut bannir totalement. Ouais, ça c'est vrai, puisqu'il faut faire appel ici aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, à toutes les associations, oui. Aux étudiants. Oui. Donc, et là, ça sera, ils ne pourront même pas atteindre 1% de 120 millions de Congolais. Non, par conséquent, ce n'est pas inclusif. Ce qui est prévu, nous sommes dans un processus démocratique. Il faut laisser la personne qui gouverne et son camp gouverner et à la fin de leur mandat, présenter la nouvelle offre politique. D'accord. Éric, je pense que nous... Un autre point, le nom même oui. qu'ils ont donné à leur plateforme. Ils ont créé une nouvelle plateforme qu'ils ont Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Éric, toi et moi, le Congo. C'est le nom de Coutinho Fernando. Toi et moi, nous devons sauver le Congo. C'est le nom, Sauvons le Congo, c'est le nom de la plateforme, le nom de la plateforme de Coutinho Fernando. Non, 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 ils disent ceci. Ils disent ceci. Ouais. Oui. Celui de la plateforme de Coutinho s'appelle Sauvons le Congo. Celle-ci s'appelle Sauvons la RDC. Ce sont des choses différentes. Hein? Attention. Ils disent qu'ici, il s'agit de Sauvons la RDC. Celui de Coutinho, c'est Sauvons le Congo. Mais la RDC n'existe pas. La RDC n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays juridiquement qui s'appelle la RDC. Ça n'existe pas. Donc, c'est la République du Congo. C'est du plagiat. C'est du plagiat, HK. C'est du plagiat. Ça montre des gens qui sont incapables, qui veulent recycler. Hein, recycler les mêmes figures. On a vu des figures fatiguées, les figures qu'on a vues à Nairobi, des figures fatiguées qui pensent toujours qu'ils sont hantés par les démons que j'appelle les démons léopoldiens. Les démons léopoldiens. Donc, ils pensent, puisque Léopoldé, la Belgique, ah, non, pas même la Belgique. Le roi Léopold II, le roi des Belges, était propriétaire du Congo. Alors, certaines personnes se laissent hanter, se laissent influencer par l'esprit du roi Léopold II pour penser que le Congo leur appartient. Non, le Congo n'appartient pas à un individu. Donc, tu as fait ton mandat, c'est terminé, tu es parti. Kabila appartient au passé. OK. Kabila appartient au passé, c'est un non-événement. Oui, c'est un non-événement. Alors, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, ces non-événements, et je vois tous les commentaires sur les réseaux sociaux qui vont dans tous les sens, et 95% des Congolais ne sont pas d'accord, dans tout ce que j'ai lu aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec cette histoire de Sauvons la RDC. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, puisqu'ils ont appelé la population à les soutenir, à les rejoindre, et puis chasser la tyrannie, chasser la dictature du pouvoir. Alors, on va voir comment les choses vont se passer. Mais vous revenez dans votre article Grand Journal, vous revenez avec ceci. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? En fait, nous avons revisité le style communicationnel de Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Et nous avons identifié 5 techniques qu'il utilise pour pulvériser la scène. Vous vous rendez compte que chaque sortie médiatique de Félix Tshisekedi crée un événement. Chaque mot qu'il emploie crée un événement. Depuis son arrivée. Chaque mot qu'il emploie crée un événement. Oui. Alors, nous avons identifié 5 techniques depuis son arrivée au pouvoir. Rappelle-toi, HK, la première technique. Pour présenter à la population son programme d'urgence qu'on avait appelé le programme des 100 jours. C'est là où Félix Tshisekedi a fait son entrée sur la scène politique en tant qu'orateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la rupture
Parce que qu'est-ce qui s'est passé souvent dans ce genre de choses? Les chefs d'État s'enferment dans leur palais feutré. Ils font soit un discours à partir du palais présidentiel ou soit il fait un discours préenregistré qui sera diffusé par les médias nationaux, notamment la RTNC. Ici, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Félix Tshisekedi, il va à l'échangeur délimité pour faire son discours. Ça, c'est en 2019. Donc, à peine arrivé au pouvoir, en 2019, c'était au mois de mars, il est arrivé au pouvoir au mois de janvier. 2 mois après, il part à l'échangeur délimité devant la foule. Et là, il confirme sa qualité de grand orateur, d'un communicateur aguerri. Et nous avons identifié la première technique que nous appelons la proximité avec la population. La technique de rupture avec ses prédécesseurs qui nous étaient habillés. Rappelle-toi quand Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, il y a plusieurs semaines qui passent avant qu'il puisse prononcer son discours d'investiture, puisqu'ils étaient en train de l'entraîner, on était en train de faire des enregistrements, des mises en bouche. Des mises en bouche, on supprimait, on enregistrait, etc. Donc, c'est ce qui a justifié que plusieurs jours, plusieurs semaines étaient passées avant qu'il ne puisse prononcer son premier discours. Donc, la première stratégie de Félix Tshisekedi, c'est la proximité. Donc, il descend dans l'arène pour communiquer avec la population. Deuxième technique que nous avons identifiée, nous avons appelé ça la souveraineté diplomatique. Hein? Vous vous rappelez, HK, par exemple, si nous prenons ce qui s'est passé dernièrement, toi avec tes photos. Non, mais c'est ça, ça. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est le jour où il fait son discours. Tu me déstabilises avec tes photos. Allons-y. Hein? Okay. Tu vois, si nous prenons par exemple ce qui s'est passé au Global Gateway, ce qui s'est passé récemment en Belgique, j'ai vu des ignorants, des gens qui n'ont aucune notion, qui ne maîtrisent pas la géopolitique, en train de raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé au Global Gateway HK, rappelle-toi, en 1960, le 30 juin 1960, lorsque la Belgique doit donner l'indépendance, il n'y avait que 2 discours qui étaient prévus. Les discours du roi des Belges et les discours du président, le nouveau président de la République, Joseph Kasavubo. Lumumba, qui n'était pas programmé par le protocole, il s'empare du micro et il fait l'improvisation et il prononce un discours qui est resté historique. Mais c'est ce que Félix jusqu'aujourd'hui. On appelle ça en communication politique, on appelle ça changement d'agenda. C'est-à-dire, c'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Il était invité à parler des investissements et de la coopération, mais il inscrit son propre ordre du jour, son propre point à l'ordre du jour qui n'était pas prévu. Il le change, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se conformer à l'ordre établi. Donc, il proclame la souveraineté, on appelle ça en géopolitique, on appelle ça la souveraineté diplomatique. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se conformer au protocole établi. Non, donc, il ne veut pas se conformer. Et c'est arrêter de nous... Vous voyez oui, vous voyez, là, Macron, puisque c'est toi qui parles, et regarde, c'était ici, non? C'était ici. Alors, bon, on avance. Non, je voulais juste t'aider à cette place-là. C'est ça. C'est qu'il a Merci au réalisateur, oui. Oui, ce qui s'est passé au Global Gateway, c'est ce qui s'était passé en mars 2023 à Kinshasa avec Emmanuel Macron. Et c'était dans une conférence de presse. C'est-à-dire, il a cette capacité d'improvisation, cette capacité d'improviser, ce qu'on appelle la parole tactique.
il a ça, la parole tactique, c'est-à-dire les changements de narratifs. C'est ça qu'on appelle les changements de narratifs. C'est-à-dire Ouais. tu lui apportes ton ordre du jour, lui, il inscrit son ordre du jour différent de l'ordre du jour établi. Et ça change même l'agenda, ça change même dans toutes les pensées des participants. Puisque j'ai vu les talibans de l'Occident qui étaient dans la salle, qui applaudissaient, tu sais ce qu'il dit. Les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, ces mots, ces expressions, ces phrases prennent en otage les réseaux sociaux. Chaque chroniqueur, chaque influenceur, tout le monde veut être le premier à en parler. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle le changement des narratifs. Donc, il bouleverse. Donc, il a une parole tellement puissante, tellement originale, tellement riche que chacun veut être le premier à en parler. Et c'est dans le bus, c'est dans le marché, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les plateaux de télévision. Donc, il a fait même oublier les contenus, les résultats même finaux de cette conférence-là de Global Gateway. Global Gateway, tu vois? Ouais. Et puis, Félix Tshisekedi, il a une autre technique que nous avons identifiée, c'est il a ce qu'on appelle le langage vivant. Le langage vivant qui est contre la langue de bois. Par exemple, il recourt même à la médecine quand il parle de borderline. Par exemple, ça c'est des borderline qu'il emprunte par exemple à la médecine quand il parle d'escarmouche. Ce sont des expressions que les gens aiment employer. Donc, il a enrichi la lexicologie politique. Donc, et aussi, il a employé les termes qui a fait du succès. C'est ce qu'on appelle, je vais les déboulonner. Il a utilisé les déboulonnements. Les déboulonnements. Oui, c'est-à-dire il est venu avec des nouveaux mots dans la lexicologie politique qui méritent d'être étudiés. Donc, Tshisekedi aujourd'hui mérite de faire l'objet des études, les différentes études, les études anthropologiques, les études lexicologiques, les études géopolitiques. Oui. Il mérite toutes ces études-là. Et la dernière technique de Tshisekedi, c'est la critique des normes imposées. C'est une technique que nous avons trouvée. Rappelle-toi à Paris, lorsqu'un journaliste français lui parle de la démocratie, lui dit qu'il n'y a pas la démocratie en Chine ou bien en Russie, tu sais qu'il lui demande « qu'entendez-vous par démocratie ?» Et là, c'est les journalistes qui est appelé à lui poser des questions. Lui improvise, non, des questions aux journalistes. Qu'entendez-vous par démocratie? C'était formidable. Qu'entendez-vous par démocratie? Les journalistes doivent lui expliquer la démocratie, c'est quoi? et puis il explique à la journaliste que chaque peuple doit inventer sa façon de vivre, sa façon de se gouverner. Et qui suis-je? Puisque le journaliste voulait avoir son opinion s'il y avait la démocratie en Russie ou en Chine. Et Tshisekedi lui dit, qui suis-je pour apprécier la démocratie en Chine ou en Russie? Chaque peuple est souverain. Il les refuse les normes établies. Il refuse les normes établies. C'est un peu comme Thomas Sankara, c'est un peu comme Kadhafi, Thomas Sankara qui arrive à l'Élysée et qui porte les bérets. C'est comme aujourd'hui les jeunes Ibrahim, Thomas Sankara qui arrive à l'Élysée en tenue militaire, en béret, et on lui dit qu'il doit être en costume cravate. Il dit non, je rentre à Ouagadougou. Je rentre à Ouagadougou. Le peuple souffre, je ne peux pas mettre le costume cravate. Donc, c'est un peu ça, le refus des normes établies, c'est ce qui caractérise Tshisekedi. C'est un grand article, les gens peuvent faire la commande. Il va sortir lundi. Les gens peuvent faire la commande à travers
Et HK ou bien à travers notre numéro. les websites, c'est comment? Euh, Grandjournal. non, non, www.grandjournal.com.au. AU, c'est Australie. Ok, tu peux nous mettre ça dans les commentaires, nous allons mettre ça et les gens peuvent aller lire l'article. Ouais, les gens peuvent aller lire l'article, ils peuvent aussi le commander, nous allons le leur envoyer. C'est un grand article articulé autour de 5 points où on démontre que la parole est devenue, dans une période de combat, Tshisekedi a fait de la parole l'arme de combat. Une mitrailleuse, oui. En tant que diplomate aguerri, en tant que quelqu'un qui prône la non-violence qui est contre la violence qui est contre la lutte armée, mais il utilise la parole comme une arme de combat et qu'il utilise de manière dans toutes ces exceptions, quoi. C'est très important. Je pense que cette réflexion doit être lue. Allez-y sur www.grandjournal.rdc.au. OK. Donc, vous allez voir ça. Nous allons vous mettre les liens ici. Alors, on évolue avec cet échange. Eric Mwamba, éditeur du Grand Journal basé en Australie, qui est avec nous dans cette émission aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Eric, l'actualité, c'est aussi la signature par les M23, le Rwanda, entre parenthèses M23, à Doha, de cet engagement sur l'implication du mécanisme de vérification dans les cessez-le-feu imposés à la RDC et au Rwanda via les M23 au niveau de la région de Grand Lac. Et il semble que les M23 accusent déjà tout de suite et maintenant la RDC en disant que la RDC a violé, puisque hier, on a vu toute la carrière minière sous contrôle du M23 de Mwenga en feu. On accuse les bombardements, on parle de bombardement des forces armées de la RDC dans ça. Comment, en amont, nous signons un accord de cessez-le-feu, en aval, les FARDC continuent à bombarder et récupérer certains villages. Comment vous avez interprété ça? Ça aussi, à Washington, c'est le même jour où Kabila a terminé sa conférence à Nairobi, et les investisseurs américains, avec la RDC, les gouvernements congolais, ils ont échangé autour du deal, ils ont signé un certain nombre d'accords, et c'est ça aussi. Mais en attendant, au-delà de tous les deux accords, il y a les deals, accords États-Unis, RDC, États-Unis, Rwanda, et Rwanda, RDC, sur les mécanismes d'intégration économique et régionale qu'on attend toujours. Quelle est votre analyse? Quelle est votre lecture par rapport à tous ces accords qui n'arrivent toujours pas? D'autres sont arrivés, mais tout de suite violés selon les M23. HK, moi je pense que il y a deux lectures à faire. Okay. La première lecture à faire, c'est un point de vue personnel, puisque là, il faut rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe suprême de maintien et d'imposition de la paix dans le monde. C'est-à-dire maintien, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de trouble, le Conseil de sécurité doit s'assurer que la planète dort et se réveille en paix et que rien ne viendra perturber. Mais lorsque l'ordre public est troublé dans un pays, le Conseil de sécurité, il est de son devoir d'imposer la paix. C'est dans cette perspective-là qu'il y a eu la résolution 2773 du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité. Et cette résolution, je rappelle que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a une valeur de jugement, a une valeur juridique. Mais je rappelle aussi que, j'aime bien donner un exemple, si nous étions dans un tribunal normal et que deux personnes se disputent une parcelle, une personne, le propriétaire de la parcelle va rester en justice
l'occupant anarchique. Et le tribunal rend un jugement en faveur du propriétaire de la parcelle en obligeant, en contraignant l'occupant anarchique de quitter et de déguerpir. Mais le propriétaire va s'arranger avec l'occupant pour faire un arrangement à l'amiable. C'est déjà quelque part, de mon point de vue, une erreur de stratégie. Pourquoi? Puisque c'est comme si, puisque les jugements ne sont pas appliqués automatiquement. Puisque je vois certaines personnes qui condamnent les conseils de sécurité de l'ONU. Non. Le conseil de sécurité fonctionne comme dans un tribunal normal où quand vous obtenez un jugement, ce jugement n'est pas automatiquement exécuté. Vous devez aller maintenant au greffe, faire le suivi pour que votre jugement soit appliqué, soit exécuté sur le terrain, notifié, exécuté et que la personne qui occupe anarchiquement votre maison puisse déguerpir. C'est ce qui s'est passé. Le Rwanda, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies obligeait le Rwanda à retirer ses troupes et obligeait les M23 à quitter. Là, à mon point de vue, je pense qu'il y a eu une petite erreur. Ça, c'est la première lecture, puisque je vais donner la deuxième lecture. De